tour de présenter quelques territoires, quelques villes moyennes qui sont dans une trajectoire entre le déclin et le rebond. On verra selon les cas. Je vous ai mis quelques mots quand même sur mes recherches pour un peu déjà montrer que mon point de vue est assez différent de la présentation d'avant, puisque donc moi je suis économiste et c'est vrai qu'on sent quand même un ancrage un peu différent selon si on est économiste ou géographe. C'est des points de vue qui sont surtout complémentaires, pas forcément contradictoires mais complémentaires. Et donc moi j'appartiens au laboratoire qui s'appelle le CRIF, le Centre de recherche sur l'intégration économique et financière, qui est à Poitiers, à l'université de Poitiers en sciences éco. Et plus particulièrement, en fait, moi je suis dans une sous-équipe de ce laboratoire qui travaille sur la géographie de l'innovation, le territoire et le travail. En gros, plus précisément, moi je traite de la question de la relation innovation et territoire dans plusieurs sujets. Il y a deux grands champs d'analyse que je traite dans mes travaux depuis ma thèse. Il y a un champ qui est plutôt vraiment géographie de l'innovation. Et c'est principalement en fait mes travaux de recherche où j'ai travaillé à la fois sur les politiques de cluster, sur l'innovation et plus précisément comment se forment les partenariats d'innovation et quelle est leur géographie. Et puis plus récemment sur la mobilité des chercheurs. Et donc la question du développement économique territorial, elle est souvent sous-jacente, puisque quand on fait des terrains d'études, forcément à chaque fois il faut bien comprendre le territoire, et c'est ce qui m'a amené à traiter de certains territoires et de traiter de la trajectoire de certaines villes moyennes en Nouvelle-Aquitaine, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis de manière complémentaire sur le développement économique territorial, je me suis intéressée aussi il y a quelques années au circuit court alimentaire, problématique qui est des fois complémentaire à l'analyse de trajectoire territoriale. L'autre spécificité de mes recherches dans tous les travaux que j'ai menés, en fait, d'un point de vue théorique, mes travaux s'inscrivent vraiment dans l'économie d'entreprise, l'économie industrielle, et plus précisément dans les approches évolutionnistes, puisqu'à chaque fois j'ai vraiment un positionnement qui prend en compte l'histoire, la dynamique passée, et puis à chaque fois en fait il me semble qu'il faut intégrer un autre positionnement théorique, c'est celui de la nouvelle sociologie économique, qui peut des fois compléter justement les approches évolutionnistes. Et empiriquement, pour essayer de trouver une stratégie qui permet de tester mon ancrage théorique, c'est d'utiliser des méthodes mixtes, puisqu'à chaque fois, comme l'histoire compte, j'essaie d'utiliser des données qualitatives longitudinales, historiques, et en même temps des approches relationnelles qui me demandent aussi d'avoir des données relationnelles, tout en utilisant quand même aussi les données quantitatives existantes, puisque en tant qu'économiste, on a souvent cette obligation de montrer aussi des faits systématisables. Voilà. Donc j'utilise beaucoup les méthodes mixtes, différents types de méthodes mixtes dont je vous reparlerai justement, celles que j'applique pour l'analyse des trajectoires de villes moyennes. Donc problématique, je vais aller assez vite puisque vous connaissez les problématiques relatives au développement territorial, celle de la mise en place actuellement de la recherche d'une compétitivité territoriale, et dans les débats académiques, que ce soit aussi bien en géographie qu'en économie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui se sont développés, et les derniers travaux, les travaux les plus récents il me semble, et qui sont assez intéressants, c'est ceux qui intègrent justement une perspective dynamique dans l'analyse du développement territorial. Et plus particulièrement la géographie économique évolutionniste autour des travaux de Boschma, etc., montre à partir du concept de relative variety l'importance justement des trajectoires, de la recomposition des dynamiques sectorielles, technologiques, et comment ça évolue au cours du temps et comment ça permet d'obtenir une certaine compétitivité territoriale. Donc c'est sur la base de ces débats académiques que j'ai aussi repositionné mes travaux, et pour montrer aussi des limites et comment je peux apporter quelque chose dans cette littérature. Il y a des limites empiriques qui sont assez importantes. D'une part, on traite très souvent des territoires métropolitains, puisque c'est là où en fait on voit des success stories et on s'intéresse beaucoup à ça. Et souvent on met au deuxième plan les territoires de taille moyenne, intermédiaire. Ça intéresse souvent beaucoup moins. Donc c'est là où je pense qu'il y a quand même des choses à dire, des choses à faire. Et puis il y a aussi un problème relatif aux données disponibles. Très souvent, en fait, les travaux existants vont un peu être redondants, dans le sens où ils vont toujours utiliser les mêmes données, puisqu'on utilise les données disponibles. C'est toujours le même type d'indicateur qui est mobilisé, notamment quand on regarde ceux sur la relative variety.
Et puis, compte tenu de la disponibilité des données, on va regarder aussi les territoires et les données sur des périodes assez courtes, alors qu'en fait, il y a des choses qui se passent sur l'histoire, sur le temps long, et qu'on n'arrive pas donc à capter avec les données disponibles. Et enfin, dernier point, souvent les données sectorielles ou technologiques ne sont pas assez fines, et c'est pareil à un niveau géographique aussi, hein, elles sont souvent insuffisamment fines et on va souvent avoir des problèmes d'interprétation des données qui nous amènent à dire des choses pas totalement vérifiées quand on va sur le terrain. Donc je pense qu'il y a des limites vraiment empiriques dues aux données disponibles et qu'aujourd'hui, il y a tout un intérêt à mettre en évidence le développement économique, mais aussi du point de vue qualitatif, comment ça évolue d'un point de vue, par exemple, de la variété des technologies, de la variété des secteurs. À un niveau qualitatif, il y a des choses à apporter par rapport à ce qui s'est dit d'un point de vue quantitatif. Donc ce que je propose dans ce cadre-là, c'est d'utiliser les méthodes mixtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les méthodes mixtes, ça consiste en fait à combiner les approches à la fois quantitatives et qualitatives. Donc approche, pas seulement analyse, parce qu'en fait on peut avoir du mixte au niveau non seulement des données, mais au niveau aussi de leur analyse. C'est aux différentes étapes en fait de l'étude qu'on peut avoir de la combinaison quanti-quali. L'intérêt des approches mixtes, c'est de prendre en compte, de tenir compte des avantages de chacune des deux méthodes. Le qualitatif va avoir un intérêt, c'est qu'il permet à la fois d'interpréter des données quantitatives, mais aussi et surtout de construire des données qu'on n'aurait pas autrement, de reconstruire des contextes, de décoder en profondeur des comportements économiques, de vraiment décrypter des trajectoires ou des processus, ce qu'on ne peut pas faire avec du quantitatif. Après, dans un autre sens, le quantitatif a lui aussi un intérêt, parce que le qualitatif reste souvent sur des études de cas particuliers et ne sont pas systématisables, alors que le quantitatif, au contraire, aurait cette capacité justement à pouvoir donner des résultats plus quantifiables, systématisables. Donc le fait de se rendre compte des apports de ces deux types d'approches, en utilisant les méthodes mixtes, on va pouvoir aller un peu plus loin que ce qui est fait habituellement. Donc c'est en tout cas la proposition que je fais. Et plus précisément, en fait, pour l'analyse des territoires, c'est un type de méthode mixte qui est Nested Data. Nested Data, c'est en fait imbriquer de manière séquentielle les données quanti et quali. C'est l'utilisation en deux temps des données quantitatives et qualitatives. Donc là, pour le cas là c'est un exemple, ça a un peu bougé du coup ma diapo, mais vous pouvez quand même lire. Pour le cas, c'était pour le territoire de Pau que j'ai utilisé cette diapo, mais c'est fait utiliser pour les autres territoires aussi, sauf que je vous dis que c'est pour Pau parce qu'on voit le nombre d'entretiens, par exemple n égale 35, bon c'est pour ce cas spécifique, mais... Donc c'est utiliser des données quantitatives, donc on collecte toutes les données disponibles quantitatives au niveau socio-économique. Alors là c'est plutôt des données économiques, emploi par secteur, fonction par aire urbaine, données chômage sur la période disponible. On en fait un traitement à partir d'indicateurs. Donc là, par exemple, ce qui est mis en évidence, c'est des indices de spécialisation et spécificité. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de mettre en évidence quels sont les grands secteurs importants, où est-ce qu'il y a de la concentration d'activité, et de voir si ça évolue un peu sur la période qu'on peut étudier. Et ça nous permet aussi de repérer donc, la croissance, les secteurs clés, etc. Donc ça, c'est un premier élément, mais souvent, c'est justement pas suffisant. Il faut réinterpréter ces données et surtout reconstruire l'histoire qui permet d'expliquer pourquoi on en est à ce niveau de spécialisation ou de spécificité. Et c'est là où on va utiliser des données qualitatives qui sont basées essentiellement sur des entretiens semi-directifs. Les entretiens semi-directifs, en général, moi, j'ai une vision quand même très centrée sur l'entreprise. Donc, je vais plutôt voir, en général, des chefs d'entreprise, après des acteurs locaux qui peuvent être quand même suffisamment importants. Et puis, quelquefois, des personnes qui connaissent l'histoire du territoire, donc des historiens quand c'est possible, ou alors des salariés retraités qui font partie d'un club des retraités du territoire qui permet vraiment d'avoir... les éléments très historiques qu'on ne peut pas avoir autrement. Et à partir de ces entretiens, c'est des retranscriptions classiques. Et puis après, j'utilise les verbatim pour essayer de compléter l'histoire que j'en refais. Et ça permet de décrire en fait la trajectoire du territoire et de mieux comprendre ce qu'on observe aujourd'hui à partir des données quantitatives. Ça s'explique à partir de cette histoire. Voilà.
Donc ça, c'est un type de méthode mixte que j'utilise pour ce cas-là. Après, dans d'autres cas, c'est d'autres types de méthodes mixtes. Et là, je l'ai appliqué sur plusieurs territoires de Nouvelle-Aquitaine. Alors, bon, pour vous préciser un peu, le territoire de Châtellerault, c'était mon territoire de thèse. Donc, les données ne sont pas récentes puisque c'était des données, des entretiens que j'ai fait en 2007. Donc, ça commence à dater. Par contre, dans le laboratoire auquel j'appartiens, ils sont en train de refaire les entretiens pour dire, et 10 ans après, qu'est-ce qui se passe. Donc là, on ne les a pas, c'est en train d'être collecté. Moi, je vais vous présenter ce que j'avais fait donc, en 2007, mais vous comprendrez que donc, ça a pu évoluer depuis. Après, on s'est intéressé à un deuxième territoire, donc là, c'était plus 2012, Cognac, le Cognacé, qui est un deuxième territoire en Nouvelle-Aquitaine qui est assez important. En fait, à chaque fois, c'est des territoires que l'on repère sur la région Nouvelle-Aquitaine qui ressortent par leur caractère industriel particulier. Donc, Cognac est aussi industriel, mais sur un produit particulier dont on va parler, avec une problématique très différente de Châtellerault. Là, c'était un intérêt personnel, collectif du laboratoire sur ce territoire. Il n'y a pas une demande particulière. Pour ces deux premiers, c'était vraiment des choix faits de notre part. Pour le dernier, Pau, en fait, c'est une demande de la Caisse des dépôts et de consignation qui avait demandé qu'on fasse un travail de recherche sur 5 territoires, 5 plaques, comme ils appelaient ça. Et donc moi, je me suis centrée sur le territoire de Pau. D'autres collègues, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, j'aurais pu donner quelques éléments, mais je suis moins experte puisque ce n'est pas moi qui l'ai fait, on travaillait sur le plateau des Mille Vaches. Donc un autre territoire avec des problématiques et des trajectoires aussi bien différentes. Mais du coup, je ne vous en parle pas puisque je le connais moins. Donc c'est 3 territoires qui ont des trajectoires très différentes, des problématiques un peu différentes. Certaines se rapprochent de Montluçon, d'autres s'en écartent pas mal. On le verra, Châtellerault a une problématique image un peu proche de Montluçon, mais en fait, c'est moins le champ, c'est moins ce que je vais traiter. Moi, je vais plutôt avoir vraiment une entrée par l'entreprise, donc plus industrielle. Cognac et Pau ont moins un problème de déficit d'image, beaucoup moins. Alors pour le premier territoire, le bassin Châtelleraudais, alors je ne sais pas si pour tout le monde c'est très clair où est-ce que c'est situé Châtellerault. En fait, c'est sur la ligne TGV Poitiers-Paris, c'est assez près de Tours, donc c'est assez bien desservi. Par contre, c'est un bassin historiquement industriel, très industriel, avec un poids de l'industrie qui est beaucoup plus élevé qu'en moyenne en région Nouvelle-Aquitaine, en région ex-région Poitou-Charentes, et beaucoup plus aussi qu'en France, comme vous le voyez. C'est la 15e zone d'emploi la plus industrielle de France et donc il y a des problématiques très fortes au niveau de la reconversion, du processus de désindustrialisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce territoire qui est centré sur des secteurs traditionnels industriels et qui sont aujourd'hui en déclin? Quelle est la capacité d'innovation de ce territoire, sachant qu'on considère que les villes moyennes ont plus de difficultés à innover. Et la préconisation qui avait été faite par les politiques publiques, comme beaucoup de politiques publiques, c'est de faire ce que les autres font. Donc la préconisation, c'était de faire une politique de cluster autour de la mécanique. Donc on verra que ce n'est pas forcément la préconisation peut-être la plus pertinente, et d'ailleurs ça s'est pas fait. Donc au début, quelques données statistiques. Bon là, je fais vraiment très light, hein, j'essaie de faire très synthétique puisqu'il y a 3 territoires. Donc le premier temps, c'était de voir comment évoluait l'industrie. Finalement, même si on se dit c'est un territoire qui est en déclin, c'est plutôt un territoire qui résiste mieux que d'autres. Quand on regarde l'augmentation du nombre de salariés dans l'industrie, on voit que finalement, sur la zone d'emploi de Châtellerault, entre 1993 et 2006, donc les données sont un peu anciennes, je suis désolée, on a une augmentation même du nombre de la valeur absolue de l'évolution de l'industrie. Donc finalement, ce n'est pas un territoire qui est aussi en déclin que ça. Évidemment, relativement au secteur tertiaire, il va être en baisse, mais de manière absolue, il est en hausse. Et comme je le disais pour le territoire, comme je posais la question pour le territoire de Montluçon, en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que même s'il y a relativement une baisse de l'industrie par rapport au secteur tertiaire, c'est aussi une évolution de l'organisation. C'est l'externalisation des activités dans les entreprises et c'est aussi le recours au travail temporaire pour essayer d'être plus flexible. Donc, ce n'est pas les mêmes problématiques. C'est moins un problème de désindustrialisation qu'un problème aussi de précarité des salariés ou d'externalisation qui se pose sur Châtellerault. Et finalement, donc, c'est un territoire qui a plutôt bien résisté
malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'image, et ça s'explique par différents éléments que l'on a pu retrouver grâce au travail de terrain, grâce au travail qualitatif. Donc ce que je vais vous montrer, c'est deux grands éléments. C'est vous montrer qu'en fait, il y a eu la construction au cours du temps de savoir-faire qui permet de construire un système local de compétences. Et puis, c'est aussi ce qui a permis au territoire de se repositionner sectoriellement et par exemple de sortir du secteur automobile quand il est en crise pour aller sur d'autres secteurs. Donc la pertinence, elle est plus d'un point de vue cognitif que d'un point de vue sectoriel. Et ça, c'est grâce à l'analyse historique de ce territoire qu'on peut le mettre en évidence. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que quand on remonte vraiment au début, comment s'est industrialisé ce territoire, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une industrialisation très tôt, au début plutôt centrée sur les tanneries, les draperies, mais qui a créé quand même une atmosphère, une culture industrielle. Et puis très vite, on est allé sur un autre métier, c'est la coutellerie, parce que sur le territoire, il y avait de l'eau qui permettait d'avoir des couteaux de qualité. La lame était de qualité grâce à l'eau du Clin qui était très douce, et ce qui a permis d'avoir des savoir-faire dans la coutellerie. Et on a même des coutelleries qui étaient renommées jusqu'en Italie, comme Pagé et Mermillot, qui étaient vraiment des exemples de mécanisation aussi de la coutellerie par la suite. Et ça a permis le développement d'une industrie autour des métaux aussi. Donc là, on a eu le développement d'industrie des métaux, ce qui a permis en 1819 d'attirer une manufacture d'armes sur le territoire de Châtellerault. Donc il y avait aussi différentes, c'est pas uniquement pour les savoir-faire, c'est aussi la localisation qui a loin des frontières, qui permettait de se protéger, qui a permis la localisation sur Châtellerault, mais c'était aussi parce qu'il y avait vraiment ces compétences autour du travail des métaux et cette eau qui permettait la trempe des couteaux. Cette manufacture d'armes, elle a été vraiment très importante. Donc on dit en moyenne, il y a eu 2000 ouvriers, mais il y a eu des périodes où ça a même été jusqu'à 5000 ouvriers, ce qui permet quand même de donner des emplois à 30% de la population de Châtellerault. Donc ça a vraiment imprégné la population locale, ça a donné une culture industrielle très très forte. Et au moment de sa fermeture, donc là c'était plutôt entre 1959 et 1969, ça ne s'est pas arrêté tout d'un coup. Parce qu'en fait, c'était une période aussi où il y avait une décentralisation industrielle et les maires du territoire ont cherché à attirer sur le Châtelleraudais des entreprises, des établissements parisiens en disant on a des compétences quand même sur le territoire et il y a des besoins puisque la manufacture d'armes est en train de fermer. Et là, on a eu l'implantation de 3 grandes usines autour de l'aéronautique et de la défense. Donc Sochata, qui est Snecma aujourd'hui, la Sfena qui est aujourd'hui Thales et DCH qui n'existe plus mais qui était dans la défense. Donc ça a permis quand même de réutiliser les compétences de la manufacture et ces compétences sont donc restées sur le territoire. Et en même temps, les anciens manuchards, certains ont créé leur propre entreprise. On a des frères, par exemple les frères Fabrice qui ont créé leur propre entreprise. Cette entreprise qui a duré quand même jusque vers 2010, il me semble, parce qu'elle existait encore quand j'ai fait mes entretiens. Qui a permis d'avoir une grosse partie aussi des anciens manuchards et qui a réutilisé. Et c'est la même chose pour Rivet, Somme, BLI. C'est des anciens manuchards qui en fait créé leur entreprise à partir des compétences. Et deuxième vague de décentralisation, donc c'est dans les années 80, un peu plus tard, où on a eu 2 entreprises importantes, 2 établissements importants de l'automobile cette fois-ci, donc Jaeger qui est Magneti Marelli aujourd'hui et Marshall qui est Valeo. Et donc ça a permis quand même de réutiliser une bonne partie de la population locale, ce qui était assez important. Et en même temps, on a eu des essaimages. Thales a essaimé avec McAfee et Thales Leclis, c'est celui qui répare en fait les moteurs. Donc tout ça, toute cette trajectoire montre quand même comment on a pu réutiliser les compétences historiques. Elles se sont perpétuées au cours du temps, elles ne sont pas parties parce qu'il y a eu des fermetures d'entreprises. Au contraire, ça a fait la force et ça a permis d'attirer des nouvelles entreprises à une période qui était peut-être plus facile qu'aujourd'hui pour attirer des entreprises quand même. Donc la manufacture a beaucoup imprégné le territoire d'une culture mais aussi de savoir-faire et ça a permis sur le territoire d'avoir un processus de diversification cohérente. On parle de diversification cohérente pour montrer qu'en fait on a des secteurs mais on a eu une diversification en termes de secteurs mais une cohérence au niveau des compétences. Donc on a bien un repositionnement sectoriel au cours du temps en fonction
des évolutions sectorielles, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment est le marché, on va dire, au niveau des secteurs. Donc quand, par exemple, l'industrie automobile va moins bien, les entreprises arrivent à se repositionner sur des secteurs où ça va mieux. Donc il y a notamment aujourd'hui le secteur médical et le secteur nucléaire qui sont des façons de se repositionner et de sortir du secteur automobile trop dur en termes de pression au niveau des marges. Mais ça implique quand même pour les entreprises, mais ça paraît simple quand je le dis comme ça, en fait ça implique qu'elles réussissent à se convertir aux normes du secteur, ce qui n'est pas toujours simple, notamment pour passer aussi de l'automobile à l'aéronautique. Mais c'est des choses qui sont beaucoup plus faisables que d'aller sur un autre secteur qui n'a rien à voir. Là, il y a une cohérence en tout cas cognitive. Ils réutilisent leur savoir pour changer de secteur. Il y a aussi, à certaines périodes, quand l'automobile va moins bien, ils vont aussi sur machines agricoles. Donc il y a des moyens en fait de réutiliser les compétences pour aller sur des secteurs un peu plus protégés. Donc on voit la dynamique sectorielle et la cohérence qui est derrière en termes de compétences. Donc c'est une cohérence au niveau des compétences, je ne l'ai peut-être pas précisé assez, mais autour du travail des métaux, tournage, fraisage. Et là, il y a quand même, on va le voir après, une autre problématique. C'est réutiliser les compétences, mais c'est aussi faire perpétuer les compétences. Et ça veut dire derrière qu'il faut qu'il y ait un système de formation pour justement perpétuer ces compétences. Donc sur ce bassin Châtelleraudais, on aurait plutôt un système local de compétences. Là, c'est par rapport aux problématiques qu'on a en termes de développement économique local, où on veut montrer qu'il y a des modèles de développement. Beaucoup vont avoir tendance à mettre en évidence l'existence de systèmes productifs locaux. Là, on veut montrer que la cohérence, elle est moins productive, elle n'est pas autour d'un produit ou d'un secteur. La cohérence sur le territoire de Châtellerault, elle est vraiment cognitive en termes de compétences. Et ça vient bien du fait qu'on arrive à faire évoluer sectoriellement le territoire, mais toujours sur une même base de savoir-faire. Et c'est montrer aussi que pour une entreprise, on a des savoir-faire qui sont réutilisés pour plusieurs secteurs. Donc un établissement, par exemple Mecafi, dont on a parlé tout à l'heure, travaille aussi bien pour l'automobile, l'aéronautique, le médical et cherche à se diversifier vers le nucléaire. C'est vraiment en fonction des tendances. Par contre, ça demande une capacité d'anticipation du dirigeant qui est assez importante, une stratégie qui est quand même qui n'est pas forcément aisée à mettre en place. Et on le voit aussi, cette cohérence cognitive sur le territoire avec la circulation des salariés. On se rend compte que les salariés peuvent passer d'une entreprise à une entreprise qui n'est pas du tout sur le même secteur qu'une autre, mais le salarié, lui, avec ses compétences, peut passer de l'une à l'autre parce que le besoin, il est vraiment cognitif, quoi. Donc on le voit bien, cette cohérence à partir aussi de la circulation des salariés. Et je pense que la circulation des salariés renforce aussi la cohérence. Donc les enjeux sur ce territoire, comme je vous l'ai dit, en termes de politique publique, c'est plus de justement comment anticiper les besoins, comment transmettre les compétences au fur et à mesure du temps, comment les adapter un peu, comment anticiper aussi les changements sectoriels pour s'adapter aux nouvelles normes et comment travailler toujours sur ces compétences. Là, il y a quand même des écoles traditionnelles anciennes qui ont été importantes justement dans cette transmission des compétences, mais il y a des problématiques aujourd'hui quand même aussi. C'est pas que les formations n'existent pas, il y a le problème aussi des salariés ou des enfants, de l'éducation, des personnes qui n'ont pas envie d'aller dans les secteurs, qui n'ont pas envie d'être tourneurs, fraiseurs. Donc là, il y a plus une autre problématique. Et aujourd'hui, Châtellerault a un problème pour recruter parce qu'ils ne trouvent pas donc de salariés qui veulent travailler, qui veulent être tourneurs, fraiseurs. Et les écoles qui étaient vraiment pointues dans le domaine à Châtellerault sont en train de fermer parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Donc là, il y a vraiment, c'est pas que le territoire ne fait pas ce qu'il y a à faire, c'est qu'en face, il n'y a pas assez de personnes intéressées par ces métiers-là. Donc ça crée des métiers qui sont en tension. De manière complémentaire, sur Châtellerault, donc j'avais retracé l'histoire du Châtelleraudais, mais j'avais fait aussi des enquêtes pour essayer de voir les capacités d'innovation sur ce territoire, parce que ce territoire considéré comme ville moyenne, peu innovante, je trouvais intéressant quand même de savoir concrètement qui innove, combien, pourquoi, est-ce que c'est plus ou moins que d'autres territoires. Donc pour essayer d'avoir ces données, là j'ai pas fait des entretiens au départ, j'ai fait plutôt des enquêtes pour recueillir quand même pas mal de données auprès de 82 établissements à Châtellerault. Donc il y avait un questionnaire avec pourcentage justement de leurs dépenses en R&D, donc vous pouvez le voir.
On voyait qu'elles consacraient en moyenne 4% de leurs dépenses, ce qui n'est pas énorme. En fait, c'est plutôt des établissements, ce n'est pas des sièges qui sont à Châtellerault, donc ce n'est pas là où on a les centres de R&D, c'est plutôt, on va innover sur le tas, on va réorganiser, mais on ne va pas faire de la R&D. Ils vont plutôt utiliser justement la R&D dans leur groupe, au sein du groupe, mais pas dans l'établissement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la majorité des établissements innovent. Alors, pourquoi j'ai ce résultat aussi quand même pour expliquer, c'est que je prends l'innovation au sens large. C'est aussi bien les innovations d'entreprise que les innovations de marché. Innovation d'entreprise, ça veut dire, c'est pas quelque chose de radicalement nouveau, ça existe déjà sur le marché, mais dans l'entreprise, on ne le faisait pas avant. Donc, on considère que c'est quand même une innovation parce que l'entreprise a réussi à faire quelque chose de nouveau, à s'adapter à une demande d'un client ou à absorber une innovation faite par un concurrent. Donc du coup, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte parce que ça permet au moins de résister ou au moins de survivre. C'est quand même un élément important. Donc la plupart font des innovations d'entreprise. Vous le voyez, quand on regarde les innovations de produits et de procédés, 72% des entreprises font des innovations pour l'entreprise. Après, les innovations pour le marché, elles existent aussi. Elles sont un peu moins importantes et notamment les innovations de marché au niveau procédé, elles sont beaucoup plus rares. C'est créer par exemple une machine totalement nouvelle qui n'existait pas encore pour le marché, c'est assez rare parce que ça veut dire quand même un risque, prendre un risque assez important. Donc voilà, c'est des résultats qui montrent que les entreprises innovent. Après, c'est plutôt des innovations incrémentales que radicales, mais il y a quand même de l'innovation. Après, il y a de l'innovation aussi organisationnelle. Et marketing, alors marketing, il y en a un peu moins, c'est quand même lié, les innovations marketing sont liées quand même au secteur d'activité. On en avait beaucoup dans le secteur agroalimentaire où on va faire par exemple des produits individuels, on va changer un peu le packaging et tout ça. Donc c'est faisable dans le secteur agroalimentaire, beaucoup moins dans le secteur de la mécanique qui est le principal secteur de Châtellerault. Donc j'en ai fini pour Châtellerault. Vous avez un peu un panorama de ce premier territoire. Et donc après, je vais vous présenter un deuxième territoire qui est le Cognacais. Et le Cognacais, deuxième territoire en Nouvelle-Aquitaine, a des problématiques très différentes. Donc Cognac, c'est un territoire qui est plus près d'Angoulême, un peu plus près aussi de Bordeaux. Et Cognac, et la problématique, c'est plutôt celle de la dépendance du territoire à un produit, puisque c'est un territoire où on a une spécialisation autour d'un produit, c'est l'eau-de-vie de Cognac. Donc ça crée des craintes pour les politiques en place. On se demande, et si le Cognac va moins bien, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il était important de mieux comprendre ce territoire. On voit aussi que c'est un territoire où le poids de l'industrie est aussi important, moins qu'à Châtellerault bien sûr, mais quand même relativement important. Et il y a aussi une décroissance de l'industrie depuis 1993. Alors les premiers éléments quantitatifs, les premières statistiques nous permettent de montrer que localement déjà, on a la concentration de toutes les activités autour de la production des eaux-de-vie de Cognac. On a notamment le secteur des boissons alcooliques distillées. Alors on voit que c'est très important, ça c'est l'indice de spécialisation, c'est le poids du secteur sur le territoire, mais on voit que c'est aussi très spécifique au territoire. On arrive à voir combien de fois c'est plus important relativement au reste du territoire français. C'est ça l'indice de spécificité. Donc ces secteurs-là sont à la fois importants en termes d'emploi et relativement plus importants qu'ailleurs en France. Donc ce qui ressort, c'est que des secteurs qui sont autour de la production du cognac. Tout est présent localement pour fabriquer donc, la bouteille, le produit de l'eau-de-vie et puis aussi l'emballage, le packaging. Donc on peut mettre en évidence donc, les différentes activités liées à la production de cognac localement et voir donc, la chaîne de valeur un peu de la production du cognac et tout est présent localement, aussi bien l'activité principale que les activités connexes qui sont autour de la tonnellerie, de la bouchonnerie, de l'emballage, de la verrerie. Donc tout est présent localement, même la fabrication des machines agricoles qui permettent d'avoir l'eau-de-vie, enfin le vin au départ et l'eau-de-vie ensuite. Donc tout est présent, sauf quelques activités mais qui sont assez marginales, comme par exemple la production de liège qui est faite au Portugal et certaines formations qui sont plutôt dans le département que vraiment dans Cognac. Pardon.
Donc on a vraiment du coup la présence d'un cluster ou d'un système productif local autour de la production du cognac. Et ça, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre comment ça s'est construit. C'est pas apparu comme ça aussi rapidement. Il y a vraiment une histoire qui explique cette implantation et cet ancrage. Et du coup, c'est rassurant pour aussi la suite. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même la dotation en ressources du territoire était avantageuse pour la production du cognac. C'est un territoire où on a un climat qui permet la production de la vigne. C'est aussi un territoire où le sol est avantageux, propice à la vigne. Donc ça, c'était déjà des premiers éléments. Et en plus, donc il y a les eaux de la Charente qui ont un autre intérêt, c'est pour le commerce. Donc dans un premier temps, on a eu le développement du commerce du sel. Donc ça, c'est vraiment la première activité qui a permis la commercialisation, qui a permis une tradition commerciale sur Cognac. Donc on a fait du commerce de sel. Ce commerce de sel a permis d'enrichir certains acteurs, populations locales, et ça a permis le développement de l'artisanat. Le développement de l'artisanat a renforcé le développement du commerce sur le territoire de Cognac. Et là, à partir du développement du commerce du sel et de l'artisanat, on a beaucoup de personnes, de populations étrangères qui sont venues pour acheter les produits locaux. Et à ce moment-là, ils achetaient aussi... j'ai oublié une étape. L'enrichissement des populations locales a aussi permis l'implantation de personnes qui voulaient produire de la vigne sur le territoire. Et donc, la petite production de vin s'écoulait en même temps que le commerce du sel et de l'artisanat. Donc il y a eu un premier développement du vin, de commerce du vin. Sauf que comme c'était des personnes qui venaient d'autres territoires étrangers, pour transporter le vin, il fallait que ça soit un vin qui puisse se garder. Et c'est là où on a eu une première étape qui était importante, c'était de faire de la distillation. Donc on a fait de la distillation sur place avec des alambics qui sont venus des Pays-Bas. Enfin bon, voilà. Et cette technique a été raffinée sur place à Cognac. On s'est rendu compte qu'en fait, en faisant une double distillation, on arrivait à avoir un vin de qualité. Et c'est là qu'est apparue l'eau de vie de Cognac. Et ça permettait de transporter cette eau de vie et d'avoir quelque chose d'efficace, performant. On pouvait le faire assez facilement. Et ça s'est développé en plus avec des relations internationales assez fortes avec l'Angleterre, parce qu'il y avait des relations interpersonnelles entre l'Angleterre et Cognac, etc. Donc ça, c'était la première étape où on a eu donc vin brûlé, distillation, essor de cognac. Et puis là, sont apparues les maisons de cognac, avec des maisons de cognac assez réputées. Hein, vous connaissez Ensir, Rémy Martin, etc. Et autour de ces maisons de cognac se sont donc développées toutes les activités connexes, la tonnellerie, la verrerie, la bouchonnerie. Et puis il y a eu des innovations qui ont permis encore plus de faire reconnaître les industries connexes. Notamment la verrerie avec, je ne sais plus exactement, cette innovation qui a été faite. Ça remonte, cette étude aussi, puisque c'était en 2012. En tout cas, il y a eu des innovations vraiment marquantes qui ont permis l'essor des entreprises sur des industries connexes au vin, au cognac. Donc voilà comment s'est développée l'eau de vie de Cognac sur le territoire, avec quand même un autre élément qui joue un rôle fort dans le développement et dans l'ancrage de cette industrie, c'est l'AOC. Puisqu'aujourd'hui, pour avoir l'AOC, maintenant, il faut que tout soit produit localement. Donc forcément, ça ne peut pas être fait ailleurs. Donc ça ancre encore plus la production sur le territoire. Donc là, on n'aurait pas la présence, on a moins la présence d'un système local de compétences, mais plutôt la présence d'un système productif local. Tout est tourné autour de la production d'eau de vie. Et on a vraiment une cohérence productive forte autour de ce produit de luxe. Mais il y a quand même à la base des savoir-faire spécifiques qui sont développés au cours du temps. Le savoir-faire autour de la distillerie, les maîtres de chai sont aujourd'hui vraiment des compétences rares. Et donc il y a eu, comme je vous le disais, des innovations importantes qui ont permis des savoir-faire locaux. Donc celle que j'avais oubliée, c'était une machine capable de souffler le verre qui était importante, qui était nouvelle et qui s'est développée sur le Cognacé. Donc tout ça a permis quand même de permettre au territoire une capacité d'adaptation, parce que même s'il y a des moments évidemment où la demande est moins forte, c'est un territoire qui va être affecté par les crises économiques internationales, puisque ce n'est pas un produit qui est seulement vendu localement, mais qui est exporté énormément. Donc évidemment, s'il y a
une crise internationale, une baisse de la demande, de la consommation, ça va se répercuter évidemment sur ce territoire. Mais ils ont réussi à trouver des produits de substitution quand ça va mal. Donc il y a le Pinot, mais il y a aussi des cocktails. Il y a la Grey Goose et Hypnotique, qui sont d'autres cocktails vendus assez cher et qui permettent de compenser quand le cognac va moins bien. Donc il y a toute une stratégie marketing, une recherche de nouveaux marchés. Ça demande quand même une anticipation du point de vue des entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui se porte bien. Donc voilà pour le deuxième territoire, donc un territoire qui a une trajectoire historique forte, mais pour donner un modèle de développement différent de Châtellerault. Et le troisième territoire, donc c'est le territoire palois, donc c'est celui sur lequel j'ai travaillé plus récemment. Donc là, c'était en 2015, il me semble. Un territoire aussi très marqué par l'histoire. Donc historiquement, c'est un territoire plutôt agricole, donc on le voit très facilement quand on regarde les données encore. On voit bien qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur agroalimentaire et agricole. Il y a un pôle de compétitivité d'ailleurs autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et ça s'explique parce qu'il y avait l'importance de la culture du maïs. Et là encore, c'est lié au climat. C'est un climat et des terres qui sont propices au développement du maïs. Par contre, il faut savoir que le maïs, ce n'est pas un produit qui permet de rapporter beaucoup. C'est un céréale à faible valeur ajoutée. Donc ça suppose pour les agriculteurs, dans un premier temps, ils avaient beaucoup une double activité. Et c'était faisable sur ce territoire puisqu'il y avait quand même pas mal de tourisme. Donc ils vivaient de l'agriculture et du tourisme. Donc ça, traditionnellement, c'était comme ça. Mais plus récemment est venue la question de la valorisation parce qu'il fallait chercher une rentabilité plus importante. Et là, il y a deux modèles qui se sont développés à partir des années 50. Un modèle plutôt sur internationalisation de la production en grande quantité autour des coopératives, et notamment Euralis. Et Euralis s'est développé quand même sur la base d'innovation, plusieurs innovations, et notamment de l'hybridation du maïs. Donc ça a créé un modèle, mais certains agriculteurs ne se sont pas du tout retrouvés dans ce modèle de production intensif et ont plutôt voulu rester sur des petits volumes, petites séries, valorisation des produits locaux et avec des labellisations de produits du terroir. Et puis jouer justement sur le tourisme, l'écotourisme, sur aussi maisons d'hôtes, etc. Donc il y a deux modèles qui se sont développés sur le territoire palois au niveau de l'agriculture. Donc ça, c'est une partie du développement industriel, mais en fait, ce territoire à Pau est plutôt diversifié. Donc il y a l'agriculture et l'agroalimentaire, mais à côté, il y a quand même une industrie qui est assez importante. Et notamment, quand on regarde les données, si on regarde simplement les données, ce qu'on voit apparaître, c'est quand même le secteur aéronautique avec deux grands géants de l'aéronautique, c'est Messier et Turboméca, qui sont venus s'implanter dans les années 40 à Pau. Cette histoire de l'implantation de ces deux gros géants est assez intéressante. Alors, il y a plusieurs éléments. On rationalise souvent l'implantation des entreprises. Oui, il y a des éléments rationnels. C'est qu'à Pau, c'est vrai qu'il y a un écosystème autour de l'aviation avec les frères Wright et puis les formations autour de l'aviation. Et puis, il y avait un climat avantageux, là encore, pour l'aviation. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est aussi les années 40, une période où il fallait que les deux entreprises cherchent à se protéger, s'éloignent des frontières allemandes parce que les deux dirigeants étaient juifs. Donc, ils sont venus à Pau pour deux raisons aussi un peu différentes. L'un était de Pau au départ, enfin sa ville natale était Pau, donc il avait envie de revenir vers là. Et l'autre, le deuxième, il était passionné de la montagne, donc Pau était une possibilité de se rapprocher de sa passion. Donc c'est des facteurs personnels qui ont aussi joué. Et également, en étant sur ce territoire, il y avait des possibilités de développement. Je ne pense pas qu'au départ, ils soient venus pour ces raisons-là, mais en tout cas, ça a permis le développement et l'ancrage. Finalement, il y avait aussi quand même une ancienne industrie de mécanique générale. Ça a permis d'avoir pas mal de sous-traitants autour de ces deux grosses entreprises. Donc finalement, ça s'est bien développé. Et puis, ces deux entreprises se sont vraiment ancrées sur le territoire parce que les deux dirigeants se sentaient redevables de quelque chose à ce territoire. Il y avait une responsabilité sociale et territoriale très forte des deux dirigeants. Et ils ont voulu un peu remercier les populations d'avoir accepté ces deux entreprises au moment où elles sont venues. Et ils ont voulu rester pour remercier les populations et ils sont toujours développés localement avec vraiment une implication locale forte.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres territoires, où les entreprises sont beaucoup moins ancrées, avec des dirigeants beaucoup moins solidaires des populations locales. Là, ils ont vraiment fait beaucoup de choses. Pour la petite histoire, il y a même un dirigeant qui avait mis des douches collectives dans l'entreprise pour que les populations puissent... beaucoup d'éléments pour que les populations soient bien localement, pour aider, pas seulement faire son devoir de chiffre d'affaires, il y avait aussi pour que les populations locales soient acceptées, soient sur le territoire, en lien avec l'entreprise. Bref. Et l'industrie aussi à Pau est très marquée par un autre élément, c'est le bassin de lac, donc, qui est assez connu quand même. Et là, on le retrouve avec les données, évidemment. Les données statistiques nous montrent la spécificité de l'extraction de houille, lignite et hydrocarbures sur le territoire. C'est vraiment un secteur qui ressort énormément et qui est très spécifique. C'est beaucoup plus que sur tous les territoires. Et en fait, quand on regarde, ce n'est pas la zone de Pau entièrement, c'est 2 bassins, plus précisément. Donc c'est le bassin de lac. Et ça en a fait le 5e pôle chimique français, avec beaucoup d'entreprises réputées internationalement et un grand nombre de salariés. Sauf que ce bassin a connu quand même des difficultés. À la base, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est le rôle de l'État qui est très important. C'est l'État qui a voulu faire une politique de prospection de gaz et pétrole sur le territoire, avec comme entreprise importante, entreprise nationale, c'était comment il s'appelait à ce moment-là, Ex-Total. Oui, mais il y a un nom encore avant. Enfin bon, bref, on s'en fout. Elf Aquitaine, on peut dire ça. Enfin bon, je le retrouverai. Et donc, ils ont découvert un gisement en 1949 à Lac et 2 ans après, un gisement gazier. Donc là, forcément, ça a permis le développement industriel du territoire de façon extraordinaire. Ils ont attiré beaucoup d'ingénieurs, d'ouvriers, de techniciens spécialisés sur le territoire. Et en même temps, il y avait des agriculteurs locaux qui avaient besoin d'une double activité, qui pouvaient travailler sur certaines tâches plus simples. Donc là, c'était vraiment, on va dire, période très prospère. Et en même temps, il y avait besoin de l'activité de chercheurs parce que c'était un gaz qui avait des caractéristiques particulières avec du sulfite très important, donc besoin aussi de faire des recherches autour de ça. Et ça a permis le développement d'une industrie de la chimie assez performante. Et en 70, donc on est vraiment à une période à son apogée où on a une chimie très performante. Sauf que c'est aussi, on sait que ça va s'arrêter, que le gisement gazier va avoir une fin. Et donc, ils ont anticipé, il a fallu commencer à essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Et Total a eu un rôle très important, se sentait lui aussi assez responsable du développement du territoire et a cherché à attirer des entreprises sur le territoire. Et c'était beaucoup de filiales du groupe Total qui sont venues dans un premier temps s'implanter sur le bassin de Lac. Et donc là, Total a vraiment eu un rôle important. Et ensuite, Total, après les privatisations, c'est un peu ressorti du territoire. Et l'État, les collectivités locales ont pris le relais en mettant en place des politiques publiques très fortes d'attractivité, de prospection, essayer de voir, ils avaient des consultants qui partaient dans le monde entier pour essayer de voir le développement de la chimie dans le monde, pour essayer de voir où est-ce qu'il faudrait aller, qui pourrait venir s'implanter, sur quel créneau de la chimie il faut se développer. Et ça a plutôt bien marché. Vraiment plutôt bien marché. 2012, c'est l'arrêt de l'exploitation du gaz. On en a juste un petit stock qu'on garde pour les entreprises locales, mais sinon on arrête l'exploitation du gaz. Mais tout ça a été anticipé, donc ça se passe plutôt pas mal. Et surtout, on voit apparaître le développement de la chimie verte et son renforcement avec aussi l'agriculture. On voit aussi apparaître la Carbone Valley, donc un développement de la chimie en lien avec l'aéronautique. Donc finalement, on retrouve les différents secteurs du territoire liés les uns aux autres, avec donc ce qui montre plutôt une capacité de résilience très forte du territoire. Et ça, c'est vraiment basé sur une anticipation. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est vraiment dès le départ, en fait, dès la découverte du gisement gazier, il y avait quand même 1 franc qui était mis de côté pour 1 mètre cube de gaz exploité. Donc ça a permis d'anticiper, de mettre de l'argent de côté pour les politiques ensuite. Donc c'est vraiment assez spécifique. Il y a peu de territoires qui réussissent à faire ça. Et là, on voit vraiment l'importance du rôle quand même de l'État. Et puis il y a quand même aussi
malgré tout des compétences spécifiques sur ce territoire. Alors, ça paraît pas si... on pourrait ne pas le remarquer, mais il y a une compétence... Alors, je ne sais pas si on appellerait ça une compétence, mais les populations et les salariés du territoire du bassin de lac ont c'est une acceptation du risque beaucoup plus forte et donc une capacité à accepter les entreprises qui viennent sur le territoire. Ce n'est pas un refus et tout a été mis en place pour accepter justement le risque lié à ces activités de la chimie. Et ça, c'est assez particulier, spécifique au territoire et aussi au niveau des infrastructures, tout est mis en place. Voilà, dernier point sur le territoire palois, c'est quand même un territoire de taille intermédiaire, mais qui a des capacités d'innovation très spécifiques et très fortes. Si on regarde là encore les données statistiques brutes au départ, on voit une capacité de R&D forte. Il y a beaucoup plus le secteur de la R&D est plus important qu'ailleurs. Ça s'explique par les centres de R&D privés sur le territoire, mais il y a aussi quand même près de 1000 enseignants-chercheurs, doctorants, donc du public sur le territoire. Donc il y a quand même un gros pôle recherche présent. Et donc parmi les gros employeurs du privé, les gros centres de R&D, il y a le centre de R&D de Total qui a été présent après la découverte du gisement gazier. Il y a eu une incitation forte à... Total a dit « je veux bien mettre mon centre de R&D sur le territoire, par contre en échange vous créez aussi une université à Pau pour que nos enfants soient éduqués, restent dans une université locale ». Donc il y a eu tout ça, toute une négociation qui a fait émerger aussi l'université UPPA et puis l'implantation du centre de R&D de Pau. Et tout ça, ça a permis une émulation. Il y a eu pas mal de valorisation autour des géosciences qui s'est permis grâce à cette association UPPA et Centre de R&D de Total. Donc voilà. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on regarde les relations science-industrie. Donc sur ce territoire, l'industrie est vraiment reliée à la recherche. Et ça s'explique par l'UPPA, mais ça s'explique aussi par des relations plus interindividuelles, parce qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs qui sont venus, parce qu'il y avait du boulot à Pau, mais du coup, il y a aussi des fois les conjoints qui sont venus à l'UPPA pour un emploi de chercheur, et du coup, c'était des relations interpersonnelles qui ont permis de lier l'industrie et l'université. Donc c'est des choses anecdotiques, mais qui finalement a permis quand même une bonne relation entre l'université, la recherche académique et l'industrie. Et puis il y a aussi évidemment eu des constructions de formation en lien avec l'industrie, des labos en lien avec l'industrie, donc ça s'est vraiment bien développé. Et aujourd'hui, Pau est considérée comme la capitale européenne des géosciences et ils ont un pôle de compétitivité autour des géosciences qui s'appelle Avenia. Donc voilà pour Pau. Et donc en conclusion, donc ces trois territoires vraiment qui ont des trajectoires historiques fortes, mais qui donnent des modèles assez différents quand on les regarde aujourd'hui. Et on voit apparaître sur ces territoires la combinaison de différents éléments. On retrouve finalement toujours l'importance des compétences, l'importance des institutions, alors soit via les AOC, les labels, soit directement via les collectivités et leur action de prospection, d'attraction. Mais on retrouve quand même le rôle de l'État, le rôle des compétences. Bon, évidemment, il y a toujours une logique aussi coût, économique pure. On retrouve tout ça, mais qui joue plus ou moins sur les territoires et qui se combine un peu différemment et qui donne donc des modèles de développement assez différents. Donc il est difficile de se dire quel modèle va apparaître. On ne peut pas préjuger de quel modèle il faut aussi mettre en place sur les territoires. Tout dépend de l'histoire. Et je pense que contrairement à Montluçon, je pense qu'il ne faut pas faire table rase justement de cette histoire, que c'est vraiment là où se forment des spécificités sur lesquelles il faut s'appuyer pour construire un avantage comparatif plutôt que de le balayer. Et je pense que les politiques publiques devraient justement réintégrer ces éléments historiques pour construire par-dessus plutôt que construire sans. Voilà. Et dernier élément, c'est que quand même ces territoires de taille moyenne montrent des capacités d'innovation et montrent des capacités de résilience relativement importantes. Donc ce n'est pas la fin des villes moyennes. Voilà. Et donc pour aller plus loin, je vous ai mis quelques références des travaux. Vous d'ailleurs, sur Cognac, je vous ai pas du tout mis la bonne référence.
parce qu'en fait, il y a un article dans l'Arrêt Rue de 2012 qui met en évidence une grille théorique possible à utiliser sur Châtellerault et Cognac. Donc, j'aurais dû réactualiser. Voilà. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, bien sûr. Merci.